cette période médiévale est une période absolument, comment dirais-je, fabuleuse, merveilleuse à tous les égards. Et ce d'autant plus que ce n'est pas l'image que nous en avons eue, les gens de notre âge, quand on a étudié à l'école et puis plus tard au collège et au lycée. C'est pas tellement l'image qu'on nous en a donnée en fait. C'était, enfin, c'était pas comme ça moi que j'avais appris. En tout cas, voilà. Et donc, je vous disais l'autre jour qu'il ne faut pas mésestimer. Il ne faut pas mésestimer l'importance des échanges commerciaux, culturels également, bien sûr. Il suffit pour s'en convaincre de voir l'extraordinaire unité, par exemple, de l'art roman dans toute l'Europe. Si vous vous intéressez à l'art roman, aux églises romanes, vous vous rendez compte que vous alliez en Grèce, en Roumanie, en Irlande, jusqu'en Écosse, vous retrouvez véritablement les mêmes types d'architecture. Et cela prouve que les gens circulaient. Y compris les artisans les plus capables, les plus compétents. Moi, je pense notamment les deux seuls tympans romans qui soient signés, du sculpteur qui les a fait, il n'y en a que deux, paraît-il. C'est celui de la cathédrale d'Autun et celui de l'abbatiale de Conques. Les deux sont signés d'un certain Giselbert. C'est marqué dessus, Giselbertus Fecit. Et la signature est bel et bien du XIIe. Donc ça veut dire qu'entre Autun et ces gens-là bougeaient, ils bougeaient en France, ils bougeaient ailleurs aussi. C'est véritablement très intéressant. Alors moi j'ai retrouvé une information intéressante aussi, je vous parlais du commerce. Eh bien, savez-vous à quand remonte le premier diplôme, parce qu'à l'époque on appelait ça un diplôme, c'est-à-dire une charte de création en réalité, de la foire du Landy, de la foire de Saint-Denis, près de Paris. Eh bien, ça date du roi Dagobert, 629. Et là, dans ce document, ce diplôme, on trouve la liste de tous les gens autorisés à commercer, bien évidemment, et il en vient jusque de Sicile. Un grand voyage à l'époque, hein. Pas d'avion, pas d'automobile, pas d'autobus, des routes moyennes. Voilà. Donc les gens commerçaient, les gens bougeaient beaucoup. Alors, je l'étais resté à la deuxième diapo, je crois. Ouais, c'est ça, les échanges commerciaux. Alors, je commence le propos par une question. Ces habitudes de table, ces codes que l'on rencontre de manière très importante, très évidente, dès le haut Moyen-Âge, sont-ils influencés par le sacré, ou la nourriture a-t-elle fait l'objet d'une sacralisation? Voilà, si vous voulez, dans quel sens ça fonctionnait? Évidemment, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la table, la nourriture partagée, c'est une des valeurs fondamentales les plus présentes dans la culture occidentale. Vous avez... Bon, j'ai trouvé une image, alors là on a un très très beau chapiteau de l'église Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme. Ils sont faciles à photographier, ils ne sont pas très hauts les chapiteaux, qui fait une représentation de la scène avec un magnifique effet de drapé sur la table. Et une grande expressivité également des personnages. Alors ils sont, les 13 personnes sont représentées, bien sûr, tout autour, il faut faire le tour du pilier naturellement. Et ça date du début du XIIe siècle, Saint-Nectaire. Saint-Nectaire qui est une église absolument magnifique, extraordinaire, par ses proportions, par sa décoration. Et puis là, à côté, là, vous avez une photo que j'ai prise à Sarzeau, dans le Morbihan, l'église paroissiale de Sarzeau, la commune de Sarzeau, qui est à cheval sur la presqu'île, qui donne à la fois sur le Golfe et sur l'océan. Très joli endroit. Et cette église paroissiale, qui est pour l'essentiel du XVe siècle, pour l'essentiel, eh bien, il y a devant l'autel une représentation en rond de bosse. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une sculpture en relief, c'est pas très épais, ça fait environ 1,50 m de large. Ça a été restauré très récemment, les couleurs sont très vives, moi je l'ai connue il y a assez longtemps, elle a été restaurée, qui représente également la Seine, une sculpture très vivante. Alors, à des siècles de distance, on retrouve ces représentations-là et on est toujours autour de la table, on est toujours en train de partager de la nourriture, on partage le pain, on partage le vin, etc. Moi, je ne peux pas croire que ça n'a pas été quelque chose de véritablement très important dans la vie quotidienne des gens, qu'il s'agisse des gens
des gens de la classe supérieure ou des gens du peuple. Je crois que ça a dû être quelque chose de très important. Et on retrouve, je vous l'ai dit la dernière fois, on retrouve l'origine du grade mobilière le plus haut, le grade de comte. C'est le commis, celui qui mange avec, etc. Donc je pense que cette affaire du partage de la nourriture est fondamentale. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le seigneur, même s'il s'agit d'un petit seigneur, si ce n'est pas forcément un grand seigneur, il a à charge de nourrir tous ceux qui travaillent pour lui. Tout le monde mange à sa table, plus ou moins bien évidemment, mais tout le monde y mange. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine commune et tous les gens qui sont au service du seigneur, même si c'est un petit seigneur, vont être nourris par lui. Alors bien sûr, les meilleurs mets seront réservés à ceux qui sont de grade le plus élevé naturellement, et il y en a qui vont se contenter peut-être de pas grand-chose, mais tout le monde est nourri. Celui qui nourrit, il y a un geste très symbolique. Il assure la subsistance, et ils ne font pas que nourrir, ils habillent également. On retrouve notamment au niveau des rois de France, on retrouve dans les documents anciens, à chaque fois qu'il y avait les étrennes, le souverain faisait don de vêtements. Même au grand du royaume, à des gens qui n'avaient pas besoin qu'on leur donne quoi que ce soit. Mais symboliquement, il donnait des vêtements. Voilà. Donc cela veut dire que ce lien qui est aussi un lien financier, devait symboliser une allégeance, très probablement. Voilà. Je vous ai dit l'autre jour que dans toute l'Europe, on retrouve non pas la même cuisine, mais la même manière de manger. Ça, c'est une certitude. On retrouve la même manière de manger parce que, avec bien sûr les différences qui sont dues aux saisons, au climat, aux lieux, aux produits locaux bien sûr. Les produits voyagent très peu, les transports fonctionnent très mal, donc on mange local, chose que nous essayons de refaire aujourd'hui. Mais à ces différences près, la manière de manger et ce que l'on souhaite avoir à table, c'est une constante dans l'Europe entière. Alors, trois axes directeurs. Tout d'abord, un désir de profusion, une volonté qu'il y en ait beaucoup. Voilà, ça c'est très important. Il y en a toujours beaucoup plus qu'on ne peut en manger. Alors est-ce que c'est gaspillé? En aucun cas. Puisque le Seigneur doit nourrir tout le monde, eh bien, vont commencer à manger les gens les plus hauts en grade, bien évidemment, et puis ensuite, quand ils seront repus, les serviteurs se nourriront, et puis ensuite, ça descendra dans les cuisines, ça descendra dans la basse-cour, hein, là où sont les gens les moins importants dans la hiérarchie sociale. Donc il y a beaucoup à manger. J'ouvre une parenthèse par rapport à cette profusion. Il y avait à Versailles, dans la maison du roi, un officier, donc une personne noble, un officier, qui avait acheté sa charge, et dont le travail était de valoriser les restes de la table du roi. Et c'était vendu en ville. Et, croyez-moi, très bien vendu. On a retrouvé des registres, c'était très bien vendu. Les gens, d'ailleurs, je ne veux pas dire qu'ils se battaient, mais se disputaient l'honneur, on va dire, de manger les reliefs de la table du roi. Et donc il y avait là une source de revenus importante, mais qui échappait à la couronne. Parce que comme l'office avait été vendu, eh bien les profits étaient pour celui qui avait acheté la charge. Évidemment, c'était le système des fermes, pour l'impôt, c'est pareil. Hein. Bien. Et donc cela veut dire que, comme il fallait qu'il y en ait énormément, et donc comme il y en avait énormément, eh bien là c'était revendu. Ce désir de profusion, il est bien évidemment hérité de l'Antiquité. Il n'y a pas de problème. On retrouve ça dans la cuisine d'Apicius, on retrouve ça dans la description que l'on a, notamment dans le Satyricon de Pétrone, qui est une source documentaire absolument essentielle. Et donc, il faut que, si l'on est riche, eh bien, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Ensuite, on déguise les produits. Alors, ce déguisement des produits, c'est ça aussi un héritage de l'Antiquité. Souvenez-vous du sanglier de Pétrone. Le sanglier dans le Trimalcion. Le sanglier qui arrive sur la table de la salle à manger, du triclinium. Il arrive, on dirait qu'il est cru, qu'il n'a pas été préparé. Il est tout avec ses poils, avec sa peau. Et donc l'hôte, l'amphitryon, fait venir le cuisinier,
le dispute, l'engueule vertement, lui promet le fouet. Et bon, c'est du cinéma, c'est du théâtre, parce qu'en réalité, le sanglier a bel et bien été préparé, mais on avait écorché et on l'a revêtu de sa peau. Et vient ensuite un chasseur, une armoire à glace déguisée en chasseur avec un grand coutelas, qui entre avec ses bottes et qui ouvre d'un coup de coutelas le sanglier et s'échappe des oiseaux dans la salle de banquet, que l'on s'empresse d'attraper avec des filets pour les offrir dans des petites cages aux invités. Bon, c'est un des exemples les plus connus, mais il est vrai que le déguisement des produits, c'est quelque chose qui est, alors aujourd'hui on dit médiéval, mais que le cuisinier médiéval a hérité du cuisinier antique, il n'y a aucun doute. Bon, je vous l'ai dit l'autre jour, mais c'est quelque chose, moi quand je l'ai lu, j'avais peine à le croire. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le plus grand seigneur de l'Occident chrétien, le plus riche que le roi de France, ô combien, donne un banquet et on y sert une baleine. Baleine entière. Alors, une baleine, attention. Probablement un baleineau, parce qu'on n'aurait pas fait, même si la salle de... C'était à Bruges, hein, et le palais des ducs de Bourgogne à Bruges était encore plus important par la taille que celui de Dijon. À Dijon, vous le visitez, c'est le musée des Beaux-Arts. Alors, encore une fois, un petit coup de publicité pour Dijon. Si vous allez à Dijon, allez au musée des Beaux-Arts, qui est le deuxième par la richesse après le Louvre en France, par la richesse des collections. Magnifique musée, installé dans le palais des ducs de Bourgogne, donc vous visitez en même temps. Vous visiterez également les cuisines des ducs de Bourgogne, dont je vous projetterai bientôt des photos, tout à fait remarquables, dans leur jus, comme elles étaient à la fin du XIVe. Et dans cette salle de banquet donc de Bruges, qui était plus grande que celle de Dijon, on réussit à faire entrer sur un chariot tiré par des chevaux un baleineau. Alors, qui a été partiellement cuit, j'imagine, parce que comment aurait-il fait cuire une petite baleine? Mais c'est là qu'on voit qu'il y a véritablement un désir d'en mettre plein la vue, hein, comme on dit de nos jours. Hein, voilà. Et ça, c'est parce qu'on est riche. Plus on est riche, plus il faut que ce soit beau. Voilà. Donc on déguise les produits. Et il y a également, au niveau du service de table, des éléments que je vais vous présenter qui sont très caractéristiques de cette richesse que l'on veut afficher. Alors, un certain sens du théâtre, ça vous le savez déjà. Vous avez peut-être vu le film de Marcel Carné, Les Visiteurs du Soir, qui représente extrêmement bien, d'ailleurs, ils avaient beaucoup travaillé, et c'est méritoire, parce que dans les débuts des années 50, je crois, ou fin des années 40, me semble-t-il, à l'époque, on avait encore une vision du Moyen-Âge qui était, antique, disons, ancienne. Ils avaient travaillé avec des historiens pour reconstituer ce banquet d'une façon aussi fidèle que possible. Marcel Carné y tenait, et on voit qu'il y a des jongleurs, on voit qu'il y a des cracheurs de feu, on voit... Ça fait partie des... Ce sont les entremets. Ce sont les entremets au Moyen-Âge. Les entremets, ce sont ces éléments de spectacle, musique, danse, jonglage, petites scènes de théâtre, etc., que l'on donne entre les différents services, probablement pour laisser aux gens le temps de faire descendre un petit peu, hein, n'est-ce pas? Et puis aussi parce que le banquet doit durer plusieurs heures. Clairement, le banquet il commence à 11h le matin et il va la nuit. Donc il faut... voilà. Bon. Il y avait également, d'ailleurs, ces entremets étaient parfois... il y avait même des fois des nomachis. Des nomachis. Alors la nomachie, c'est un combat naval. Donc ça veut dire que l'on faisait... On avait des modèles réduits de navires de combat, et les gens se battaient, on mettait ça dans la salle du banquet, ils se battaient, voilà. Et bien évidemment, c'était toujours la représentation de celui qui donnait, qui recevait, de l'hôte, c'était lui qui était vainqueur, bien évidemment. Celui qui a payé. Voilà. Alors, quelques mots sur l'hygiène de table et les bonnes manières. Alors, il ne faut pas croire qu'au Moyen-Âge, on était, comment dirais-je, rustre, pas du tout. Pas du tout. Il est vrai qu'on mangeait, on avait des cuillères, on n'avait pas de fourchette, la fourchette apparaît tard. Elle vient d'Italie. La première utilisation d'une fourchette à la cour du roi de France remonte au début du XIIIe siècle. Et c'était un objet de curiosité qui était réservé aux dames, pour leur éviter de manger les poires avec les mains. Parce que les poires, ça coule, on s'en met partout. Donc c'était les fourchettes à manger les poires. Mais la fourchette, elle n'était pas très bien vue. Les prêtres n'aimaient pas ça parce que la fourche, vous savez qui s'en sert de la fourche?
pour torturer les damnés, n'est-ce pas? Donc la fourche, puis la fourche c'est paysan aussi, donc tout ça mis bout à bout, voilà. Et donc cette fourchette à manger des poires, elle apparaît à la cour de Philippe le Bel, précisément aux alentours de 1214, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc la fourchette va par contre s'imposer lors de la Renaissance, mais ça va venir d'Italie du Nord, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc alors, ces bonnes manières de table, si vous voulez, c'est tout d'abord l'hygiène des mains. Comme on mange avec les doigts, on mange avec les doigts et avec une dague. Une dague, c'est-à-dire un petit poignard que tout le monde a à la ceinture, y compris les dames. Il y a des poignards pour les dames aussi ont un petit poignard, et qui sert notamment à manger. Bien qu'il y ait des employés, des écuyers tranchants, qui soient là pour découper les pièces et faire en sorte que les morceaux puissent être pris à la main. On ne mange pas vraiment dans des assiettes, on mange plutôt dans des écuelles. Les seuls qui peuvent se permettre d'avoir des assiettes métalliques, la faïence reste à venir, des assiettes métalliques, souvent en étain, pour le roi de France en or ou en vermeil. Et oui. Et dans les années où ça ira très mal, vous lirez dans les livres d'histoire que le roi parfois a été obligé d'envoyer sa vaisselle d'or à la fonte. Parce que les caisses étaient tellement vides que... Voilà. Donc, le roi mange la vaisselle en or ou en vermeil, les grands seigneurs dans de l'argent, les petits seigneurs dans de l'étain, les tout petits seigneurs dans des écuelles en bois ou en terre. Et dans ces grandes écuelles en bois ou en terre, une pour deux personnes toujours, on met ce qu'on appelle un tranchoir. Le tranchoir est une tranche de pain épais, large, sur laquelle on va déposer les viandes. Voilà. Ce pain a pour rôle notamment d'absorber le jus de la viande qui coule, et également la sauce, quand il y en a, dont on a nappé les tranches de viande. Voilà. Donc, alors, les écuelles et les gobelets. Le gobelet est généralement, sur la majorité de la table de banquet, commun à deux personnes. Seul l'hôte a son gobelet, et vous allez voir dans quoi il le met. Je vais vous montrer, il y a un article d'orfèvrerie qui est destiné au maître de maison, au seigneur, pour son gobelet et son couvert notamment. Voilà. Mais pour les autres, ils partagent à deux le gobelet. Alors, il va y avoir donc des codes par rapport à l'utilisation de ce gobelet. Voilà. On s'essuie les mains et la bouche aux touailles. Alors la touaille, c'est ça, la touaille. Ce sont, disons, des pièces de drap. En général, pas en coton évidemment, hein, le coton, il n'y en a pas pour l'instant, il viendra plus tard. En lin, généralement c'est du lin, n'est-ce pas? Et on va s'essuyer, volontairement c'est très long, ça va servir à s'essuyer la bouche, bon voilà. Et puis, ne perdez pas de vue qu'à cette époque-là, il n'y a pas de table de salle à manger, ça n'existe pas. D'où vient l'expression dresser la table? On met la table, je vais mettre la table. Mais ça remonte à très loin. Ça remonte à l'époque où il fallait aller chercher des tréteaux et des planches. Et au milieu de la salle où l'on mangeait, on installait tout ça. On mettait des bancs, les sièges à dossier, les fauteuils étaient réservés à un petit nombre de personnes, effectivement, hein, les plus importants. On mettait des bancs, parfois même on s'asseyait sur des bottes de paille, comme faisaient les Celtes. Ça pouvait arriver, hein, voilà. Bien. Donc on s'essuie à ces grands draps de lin. Alors, il ne faut pas être glouton. Très mal vu, la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est de la rustrerie, c'est de la mauvaise éducation. Alors, ne perdez pas de vue que il faut voir ce qui est en creux. Bon, la gloutonnerie est mal vue. Ça, c'est en bosse. Mais en creux, il y a quoi? Eh bien, il y a beaucoup de gloutons. Il y a beaucoup de gloutons. Donc on dit, attention, il ne faut pas être glouton. Bon, et plus on s'éloigne de la table d'honneur, plus on va s'empiffrer, si vous voulez. Mais les bonnes manières, il ne faut pas être glouton. Voilà. On se moque d'eux. Voilà. Il ne faut pas manger ni beaucoup, ni trop vite. Et surtout, si on n'a pas faim, ni boire si on n'a pas soif. Alors, il y a déjà... Hein, ça, ce sont des traités que l'on a retrouvés, hein, notamment, hein, qui ont été recopiés, notamment par les moines, et puis qui ont fini par être édités. Voilà. Il est impoli de cracher. Quand même, oui. Mais enfin, si on le précise, si on prend la peine de dire... Moi, je dis toujours que s'il y a des feux rouges au carrefour, c'est qu'il y a des gens qui passent sans regarder. Si tout le monde faisait attention à ce qui vient, il n'y aurait pas besoin de feux rouges, on est bien d'accord. Donc si on précise qu'il est impoli de cracher, qu'il ne faut pas cracher,
Voilà. Bon, il ne faut pas remettre dans le plat un morceau qu'on aurait pris et dont on ne serait pas content. Hein. Non, ça, c'est pas poli du tout, ça. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas donner à son voisin une coupe de vin dans laquelle on a déjà trempé du pain. Parce qu'on trempe le pain dans le vin. Eh oui. Le pain, vous savez, le pain, on ne cuit pas du pain tous les jours. On n'allume pas le four tous les jours. Non, le pain, il est frais le jour où on l'a cuit. Et puis alors après, il est moins frais, puis de moins en moins, et puis il finit par être sec. Mais on le mange quand même. Pas question de le jeter, même chez les riches. Donc on va tremper le vin, on va tremper le pain dans le vin. Et bien, si on a déjà trempé le pain, il ne faut pas faire passer la coupe, c'est pas poli. Voilà. Alors, il y a un médiéviste, si vous vous intéressez vraiment, vous serez amené à... Malheureusement, ils n'en ont pas ici à la bibliothèque. Il y a un médiéviste, un historien, un universitaire très, très gradé, qui s'appelle Bruno Loriou. Loriou, j'ai pas de... Loriou, L-A-U-R-I-O-U-X. Bruno Loriou, qui a écrit plusieurs ouvrages. C'est un docteur de l'université. Il avait fait sa thèse de doctorat sur les manières à table au Moyen-Âge. Voilà. Et il a écrit des livres très intéressants là-dessus. Bon, j'en ai parcouru certains. Donc, il fait apparaître que les us de l'époque, tous ces traités de bienséance montrent un fort désir de civiliser les mœurs, je le cite, de lisser les comportements, particulièrement pour les classes aisées et urbaines. Ne perdons pas de vue que dans les villes, il y a la classe des artisans riches qui devient de plus en plus riches, de plus en plus influents. Bon, ils ne sont pas nobles, mais ils arrivent, on va dire. Voilà. Alors il écrit également, il ne faut pas oublier que les grands banquets sont aussi un espace social et que l'on a tout intérêt à y paraître sous son meilleur jour afin d'y nouer des contacts profitables et aussi d'y honorer les dames. Voilà. Bien. Alors, quelques mots sur les arts de la table. Alors, ces arts de la table, ils vont se développer d'une manière très importante au XVIe siècle, sous l'influence de la cour des Médicis à Florence. Voilà. Jusque-là, on va s'en tenir à la petite description que je vous ai faite. Mais il y a quand même des choses intéressantes à cette époque-là. Alors, d'où vient le mot vaisselle déjà? D'où vient le mot vaisselle? Eh bien, le mot vaisselle, il vient du vieux français vaisselle, que les Anglais ont repris tel quel. Un bateau, c'est un vessel en anglais, hein, ils l'ont repris tel quel. Et ce vaisseau, est une nef. Alors il y a des nefs de table. Cette nef de table que vous voyez là, c'est une nef d'apparat en vermeil. Elle est de la fin du XVe. Elle a été faite en Allemagne, à Nuremberg, par un orfèvre. C'est une pièce d'exposition qui a une valeur inestimable. C'est grand, hein, ça fait pratiquement presque 1 mètre de haut. Et c'est une pièce d'apparat que l'on met devant le président du banquet. Voici une miniature extraite des très riches heures du duc de Berry, et vous avez devant la nef personnelle du duc de Berry. Qu'est-ce qu'il met dedans? Il met son couvert, c'est-à-dire sa cuillère et son couteau de table, sa dague de table, et il met également son gobelet. Ça, c'est au départ. Ensuite, ça va évoluer. Ça va évoluer. Au fur et à mesure que l'on va voir se multiplier, si vous voulez, les éléments de table, on va finir par donner une assiette à tout le monde, on va donner un gobelet à tout le monde. Donc, à ce moment-là, cette nef va changer d'utilisation. On va la concevoir avec des tiroirs, des compartiments, plus ou moins adroitement, ça s'ouvre, si vous voulez, d'un côté et de l'autre. Et dedans, on va mettre des épices. On va mettre du sel. On va mettre des épices très coûteuses. Voilà. Et évidemment, cette nef, elle est personnelle au seigneur qui reçoit. On la met devant lui. Et d'une certaine manière, elle est là aussi pour traduire son statut, sa richesse et son statut social. Voilà. Là, c'est une pièce d'orfèvrerie qui est manifestement pour un souverain. Voilà. Quand elle n'est pas utilisée, on l'expose. On l'expose sur le dressoir. Alors le dressoir,
Le dressoir, vous le voyez ici, vous le voyez là. Et sur ce dressoir, vous voyez des anaps d'orfèvrerie, qui peuvent être en étain, ils peuvent être en métal argenté, ils peuvent être en vermeil, voire même en métal doré, en or. Et il va y avoir également de la vaisselle qui est exposée ou qui est stockée dans le bas du coffre. Voilà, là, en haut, vous avez ici des assiettes et des anaps. Là, vous avez des assiettes au-dessus et des anaps. Et c'est là-dessus que l'on va présenter la nef du maître de maison. Ça fait partie, c'est quasiment le seul meuble de la salle dans laquelle on mange. Puisque la table, elle est faite à la demande. On mange sur des coffres à habits ou sur des bancs, on s'assied. Voilà. Et donc c'est pratiquement le seul meuble que l'on va utiliser, ce dressoir. Alors on en voit des dressoirs. Je ne sais plus dans quel château de la Loire vous voyez 2 dressoirs qui sont du XVe siècle, très beaux. Je crois que c'est à Zé-le-Rideau. Je crois, mais bon, sous réserve. On en voit. Alors, la verrerie est rarissime. Là, vous avez une pièce de verre qui est datée de la fin du XIVe. Alors, où la voit-on? C'est, paraît-il, il n'y en aurait même pas 10 dans le monde. Parce que, elles ont été cassées. On a retrouvé les éléments de jonction en métal argenté, mais le verre par lui-même, et bien ça, vous la voyez au château de Sussigno, en Bretagne, dans le Morbihan. Alors Sussigno, ça aussi, si vous avez l'occasion, c'est un des châteaux du fin 14e, milieu 14e siècle, les mieux conservés qui existent. Il était en mauvais état, il a été racheté par le département du Morbihan il y a une trentaine d'années. Ils ont fait des travaux de restauration extraordinaires, vraiment de la restauration à l'identique, d'après les gravures qu'on avait retrouvées. Et ce château de Sussigno, donc il est à 3 ou 4 km du village de Sarzeau, côté océan, presque au bord de la mer. Magnifique château médiéval. Et ça a été retrouvé à Sussigno, dans les fossés, dans les dépotoirs. Il était intact. Il paraît, on a juste eu à il était en 2 parties, ils ont juste eu à restaurer le milieu. Voilà. En fait, il y a 3 parties, il y a l'embase, il y a un élément de pied, il y a un deuxième élément de pied, 1, 2, 3, il y a 4 parties, et la corolle du verre qui est soutenue par un élément d'argenterie. Voilà. Donc, il y a des verres à cette époque-là, j'imagine pas pour tout le monde. Sinon, on boit dans des gobelets, on boit dans des anaps. Voilà. Bien. Une autre représentation. Ah oui, donc c'est l'image suivante. Voilà. Le banquet de Charles V, 1379. Voilà. Et là, vous voyez représenter la nef du roi, ici devant. Vous voyez également 3 petites nefs ici, etc. Voilà. Un élément d'architecture, le réchauffoir et le passe-plat. Alors nous sommes toujours au château de Sussigno, dans le Morbihan. On peut en voir ailleurs. Vous avez, bon là c'est la salle de banquet. Elle est grande, elle est même de très très belles dimensions. Et vous avez l'accès bien évidemment des invités, bien sûr, mais communiquant directement par un escalier avec l'endroit où étaient les cuisines, qui n'ont pas été restaurées, mais on sait où elles étaient. Vous avez ici une petite pièce avec une porte qui pendant les banquets était tenue fermée et un passe-plat qui servait à faire passer la nourriture par là. Alors, d'après les médiévistes, il s'agissait d'un sas de sécurité. Parce que les banquets étaient des occasions d'assassinat. Voilà, bon, vieille tradition. Et les invités étaient sélectionnés, triés sur le volet. Alors évidemment, ils pouvaient s'assassiner entre eux, bien sûr, mais bon, a priori, on se méfiait plutôt des éléments extérieurs. Et donc, quand tout le monde était installé dans la salle de banquet, on fermait les portes. On fermait toutes les portes. Et il fallait quand même que nourriture et boissons puissent arriver. Donc, ça arrivait par un petit sas, comme ceci, ce qui fait que les seuls serviteurs qui étaient en contact avec les gens qui mangeaient, qui étaient à table, c'était des nobles. C'était des écuyers. C'était en général de jeunes membres de la noblesse qui venaient pour servir le vin, pour trancher la viande, etc. et qui étaient donc autorisés à être en contact avec le gratin. Mais cet élément d'architecture était donc destiné à cloisonner
et en même temps, paraît-il, à sécuriser. Voilà. On pense qu'aujourd'hui, on vit des temps d'insécurité. Il y a des gens qui se plaignent, disant il n'y a pas de sécurité de nos jours, il y a du danger autre. Je crois que si on pouvait faire un petit stage de quelques jours à cette époque-là, on changerait très vite d'avis, je crois. Alors, le banquet médiéval. Alors, comment ça se passe au niveau du banquet médiéval? Alors, le service, je vous ai dit que la nourriture était bon, la manière de manger était la même dans toutes les régions d'Europe, et le service, lui aussi, il est commun à toutes les régions d'Europe. Alors, c'est le service dit à la française. Alors, le service à la française, il va perdurer très 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 longtemps. C'est au XIXe siècle, c'est-à-dire dans le premier tiers du XIXe siècle, que, sous l'influence des princes russes à Paris, on va quitter l'habitude de déposer sur la table simultanément tous les mets composant un même service. J'aurai l'occasion d'y revenir souvent à ça. Tout monte des cuisines et tout est déposé sur la table. Alors, pas n'importe comment, loin de là. Là encore, la hiérarchie sociale va être strictement respectée. Les plus belles pièces, les mieux décorées, les meilleurs, les plus appréciés, évidemment, seront déposés devant le maître de maison, qui est lui-même entouré des gens les plus importants, bien sûr, puisque la préséance à table est très très strictement définie, et elle est le reflet de l'importance sociale des gens, des convives. Et là, après, les gens tapent, ils se servent, ils prennent ce qu'ils peuvent attraper. Les gens les plus importants sont servis, donc eux, ils ont juste à montrer du doigt ce qu'ils veulent, on les sert. Quant aux autres, j'aurai l'occasion. Alors ça va durer très longtemps, ça. Et cette habitude sera très difficile à quitter. Parce qu'il y aura au XIXe siècle une véritable controverse, une controverse très âpre, entre les tenants de la tradition, qui remonte à l'Antiquité, et les tenants du modernisme, qu'on appellera le service à la russe. Qu'aujourd'hui encore, dans les écoles hôtelières, on enseigne le service à l'anglaise, le service à la française, le service à la russe. Bon, ça a changé, hein. Ce sont des mots qu'on a gardés. Derrière, il y a des réalités différentes. Mais le service à la russe, eh bien, c'est ce qui consiste à faire manger à tout le monde la même chose et à servir les mets successivement. Il y a des raisons à cela. C'est que quelques années avant, pas beaucoup, pas une cinquantaine d'années avant, une quarantaine d'années avant, eh bien, les premiers restaurants ont existé. Et à partir de là, on ne pouvait plus cuisiner et servir de la même manière, c'est plus possible. Voilà. Bon. Donc, il y a une conjonction de facteurs. Mais, ce service à la française, eh bien, il y a jusqu'à 5 services, plus le bout hors, hein, on va détailler, il y a 5 services, et on va, à ce moment-là, mettre sur la table, tout en même temps. Alors, au début, c'est chaud, plus ou moins, parce que les cuisines sont loin. Bon, les châteaux ne sont pas chauffés, ou fort mal, les cuisines sont loin, donc c'est chaud, plus ou moins chaud, mais enfin, peu importe. Vu ce qu'ils mangent, je vais vous dire que ça soit chaud ou froid, hein. Bon, ça ne doit pas être très important. À mon avis, ce n'est pas très important. Je pense qu'à cet égard-là, les gens du peuple qui mangent la soupe, la potée, la galimafrée, tout ça, sont peut-être mieux lotis. Peut-être. Bien. Et donc, c'est là que l'on fait la différence entre le haut bout de la table et le bas bout de la table. Le haut bout, c'est les gens bien. Plus on est près de celui qui reçoit, plus on est important. Le bas bout, ben, ma foi, on est content d'y être parce que bon, on est quand même invité, mais bien. Disons, ce sont les parents pauvres. Voilà. Et ce placement à table fait l'objet de traités. Et il y a des gens dont le métier, ça fait partie des missions du majordome, de ne pas commettre d'impair et de placer les gens correctement, parce que c'est intolérable pour quelqu'un d'être placé en dessous de son rang. C'est intolérable. Et quand on invite les gens, on fait attention. Si on invite des gens, par exemple, du même rang, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 2. Parce qu'il y en aura un de chaque côté du maître de maison. Le troisième, sinon, ça va faire un drame. Ah oui, c'est très 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 important. S'il le faut, on fera un deuxième banquet, s'il y a d'autres invités, c'est pas grave, hein, mais voilà. Bien. Alors, la découpe des viandes est assurée par l'écuyer tranchant, bien sûr. C'est un noble. Il est hors de question qu'un vilain, qu'un roturier touche la nourriture, surtout la viande.
destiné aux nobles. Pas question. Le service des boissons, c'est les chansons qui fait le service des boissons. Et là, ce sont toujours des hommes de bonne noblesse qui vont le faire. Ou alors, quand on a un rang moins important, ce sont des jeunes nobles qui sont en quelque sorte en apprentissage de la vie dans une maison où ils ont été affectés. Ils vont apprendre à combattre, ils vont apprendre à tournoyer, ils vont apprendre à compter fleurettes aux dames, et ils vont apprendre également à servir à table. Et c'est un honneur que de servir un grand seigneur, évidemment. Voilà. Alors, entrons un peu dans le détail sur ces services du banquet médiéval. Alors, là, vous avez des sources documentaires à n'en plus finir. Hein. Je vais essayer de simplifier un peu parce que, bon, vous allez voir que notre manière de manger aujourd'hui n'est pas étrangère, n'est pas du tout étrangère à cette manière dont le banquet médiéval est cadencé et prévu. Ben, le premier service, c'est la mise en bouche. Alors la mise en bouche, c'est souvent des sucreries, très souvent, ce qui est absurde, parce que le meilleur moyen de se couper l'appétit, c'est de manger du sucre. Mais, comme le sucre est un produit extrêmement rare et coûteux, donc on va s'en servir pour, en quelque sorte, installer l'ambiance, éblouir un petit peu les convives. Voilà. Et donc, c'est un peu l'équivalent de notre apéritif. Ces petites choses que l'on sert avec l'apéritif, peut-être aussi parce que on sert du vin avant le repas. Et peut-être pour que l'ivresse ne vienne pas trop tôt. Donc, quelques petites bouchées. Alors voilà. Ça ressemble pas mal à ces petites mignardises que l'on va servir nous aujourd'hui. Ensuite viennent les soupes et les potages. Alors les soupes et les potages, c'est tout ce qui est cuit dans un pot. Je vous l'ai déjà dit, le potage c'est ce qui est cuit dans un pot. Voilà. Dans le pot on fait le potage, et pour faire le potage on a besoin de légumes, et pour faire ces légumes on a un jardin potager. Et tout ça vient du pot. Voilà, la cuisine du pot. Et même sur les grandes tables on mange du potage. Alors, dans le viandier de Taillevent, dont je vais avoir l'occasion de vous parler, il y en a qui écoutent le jeu des 1000 € parmi vous? Question, et moi je dis, ils sont calés, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, dans ce premier livre de cuisine français qui s'appelle Le Viandier, dont je vais vous parler, qui a été écrit par Taillevent, Guillaume Tirel, cuisinier du roi Charles VI, qui a terminé sa carrière au service du roi Charles VI. Voilà. Donc, il y a des recettes de potage très élaborées, très élaborées. Je vous en présenterai une. Voilà. On mange essentiellement les viandes, également les bouillons, pas trop de légumes quand même. Hein. Les légumes, c'est pas tellement apprécié. Voilà. Le troisième service, on servira des poissons. Alors tout ça, bien sûr, il s'agit de menus normaux, parce que pendant une grande partie de l'année, je vous en parlais, ce sont des jours maigres. Il n'y a pas que le carême. Il y a le vendredi et le samedi, toutes les semaines. Il y a les 4 temps, au début de chaque saison. Il y a les vigiles de fête. Toutes les vigiles de fête, c'est-à-dire la veille des fêtes, maigres. Donc là, on n'a pas le droit de manger de viande, ni graisse d'origine animale. Donc là, c'est un menu, si vous voulez, c'est les menus, on va dire les menus des jours gras, des jours normaux. Voilà. Les poissons de mer ou d'eau douce, alors ils sont en général bouillis, parfois rôtis puis bouillis, ce qui n'est pas idiot, parce que ça donne une saveur bien plus intéressante. Et souvent d'ailleurs, il y a des techniques de cuisson que l'on trouve dans le livre de Taillevent, qui consiste à enrober les poissons, à les enrober de bardes de lard, et à les rôtir à la broche. Et ensuite on les finit au bouillon. Voilà. Et ils sont accompagnés de sauces. Alors aussi sur les sauces, je vais faire une aparté sur les sauces un petit peu plus tard. Ensuite vient le rôt. Le rôti, c'est le point culminant du repas. La pièce rôtie, doit être spectaculaire. Ça peut être au minimum un mouton, un agneau entier, un chevreuil, un cerf. Le cerf est un animal qui est très souvent servi, je ne sais pas comment il fait pour le manger. Pour nous, c'est mangeable. Certaines parties de l'animal, cuisinées avec des sauces au vin, longuement, Mais le cerf est un animal noble. Il faut son animal faux pour l'attraper, pour le tuer. Le sanglier, c'est pareil. Donc,
ce sont des animaux qui sont des nourritures, qui sont très cotées. Donc la cote de la nourriture n'a rien à voir avec la saveur. C'est un petit peu comme aujourd'hui si on vous disait, écoutez, le meilleur des poissons de tous, c'est la sardine, ou le chinchard. C'est ce qu'il y a de mieux. Vous direz, bien gentil, mais c'est dégueulasse. C'est plein d'arêtes et c'est pas bon. Non. Bon, là, on raisonne pas en termes de goût, on raisonne en termes de prestige. De la même manière, on va servir des cygnes, c'est immangeable, c'est dégoûtant, mais le cygne, c'est un animal noble. On va servir des paons, même remarque, le paon ne vaut rien, mais on va utiliser ses plumes, on va le rhabiller, voilà. On va servir des animaux qui volent dans le ciel. Ça, c'est noble. Ce qui rampe par terre n'a aucun intérêt. C'est pour les vilains. Si vous voulez, cette hiérarchisation de la nourriture, elle est, comment dirais-je, pour nous très étonnante. Mais elle correspond à la façon dont les gens voyaient les choses à l'époque. Et quand on voit comment ils faisaient les sauces, je vais vous montrer, et qui servaient à napper tout ça, on n'est pas surpris que le goût initial des produits ne les ait pas beaucoup préoccupés. On n'est pas surpris de ça. Alors, dans cette cuisine médiévale, on utilise beaucoup d'anguilles. Reportez-vous au roman de Renard. Renard, qui par sa, comment dirais-je, le fait qu'il est malin, qu'il est rusé, il se sort de toutes les situations, c'est un peu la vedette, un roman de Renard. Bien, Renard, il a toujours des anguilles. Quand il veut confondre son oncle Isengrin, qui est un idiot, il lui fait croire qu'il va attraper des anguilles en trempant sa queue dans un étang qui gèle, vous voyez bien, et que les anguilles vont se mettre dans le seau, etc., etc. Les anguilles reviennent très très souvent dans le monde. L'anguille est un produit, alors là on comprend mieux, parce que l'anguille c'est effectivement très fin. Quand c'est bien préparé, l'anguille c'est excellent. C'est un très très bon poisson, voilà. Et puis ils en ont en pagaille. En plus il est très facile, extrêmement facile de pêcher l'anguille. C'est de la portée du premier venu et de la tenir dans des viviers, pour peu qu'il y ait des grilles au-dessus, hein, sinon il faut que le camp. Voilà. Ah oui, il faut un grillage très fin, sinon ça s'en va. Voilà. Alors on mange de la lauze, on mange également des poissons de mer. Les poissons de mer sont très appréciés. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi à Paris il y a un faubourg poissonnière? Pas parce qu'on y vendait le poisson, hein, pas du tout. Le faubourg poissonnière s'étendait autour de la rue qui venait par laquelle arrivait la marée, qui venait de Normandie. Et donc cette route qui rentrait dans Paris, rentrait par le faubourg poissonnière. C'était la route de la marée. Alors la marée, il y a de la marée en hiver. Quand il fait froid, on peut faire voyager le poisson. En été, ça devient plus compliqué. Parce que bon, le transport n'est pas rapide, hein, si vous voulez. Donc voilà. Et il y a aussi tous les jours maigres. Alors les jours maigres, il faut le poisson. Quel poisson? Mais le poisson que l'on conserve dans le sel, la morue. Le commerce de la morue au Moyen-Âge est extrêmement important. Alors la morue se pêche à Saint-Malo principalement et à Saint-Jean-de-Luz. Les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Malo, depuis pratiquement le début du XIIe siècle, vont sur les grands bancs de Terre-Neuve. C'est méritoire, hein, parce que ce n'est pas l'endroit de l'océan, surtout en hiver, le plus hospitalier. Les techniques de navigation de l'époque, elles sont peut-être plus aléatoires qu'aujourd'hui. Et donc, il y a quand même, le commerce de la morue est extrêmement lucratif et on en mange partout. Dans certains endroits, on ne peut rien manger d'autre comme poisson que de la morue. Dans l'Aveyron, vous avez un plat qui s'appelle la staufinade. La staufinade. Et Michel Bras, à la Guillole, a toujours laissé la staufinade à son menu. Alors, la staufinade, c'est quoi? D'abord, c'est quoi? La S-T-O-F-I-N-A-D-E. Eh bien, c'est la manière de dire le stockfish quand on est paysan de l'Aveyron. Le stockfish, qui est la planche de morue salée, mot à mot, le poisson bâton. Puisque, hein, voilà, quand c'est sec, salé, voilà, c'est dur. Alors, comment fait-on la staufinade dans l'Aveyron? Comment l'a-t-on toujours faite? Eh bien, on prend la morue, on attache la queue avec une corde bien solide, et on attache ça au bord du ruisseau, à une souche, quelque chose, pour être sûr que ça ne parte pas, et on met ça dans l'eau courante. Et ça dessale. Au bout de
le temps nécessaire pour que ça soit dessalé, on le fait pocher, on effeuille la morue, et on la sert avec, aujourd'hui, une salade de pommes de terre, depuis que nous avons des pommes de terre. Mais il fut un temps, il n'y en avait pas. Les pommes de terre, elles sont arrivées début 17e en France. Donc, aujourd'hui, des œufs durs, des fines herbes, des capres, et cette saufinade fait partie de la gastronomie avéronaise depuis aussi longtemps qu'on se souvienne, voyez-vous. Voilà, donc on va retrouver tout ça. Alors le hareng sort, le hareng en caque. Je vous montrerai dans quelques diapos une image où on voit une miniature d'un poissonnier qui débite du poisson frais, et devant l'étal, vous avez les caques, avec, j'imagine, de la morue salée et les harengs, probablement, puisque le commerce du hareng au Moyen-Âge est un commerce extrêmement florissant. Il faut savoir que dans la mer Baltique, on pêche les harengs, il suffit pratiquement d'envoyer une épuisette pour remonter les harengs. C'est une facilité extrême, la mer n'est pas profonde, il y a des bancs de harengs gigantesques, et ça va être la nourriture. Le hareng, on peut le fumer, on peut le saler, on peut le fumer, on peut le mettre dans la saumure, d'où ce nom de hareng sort, et donc on va pouvoir le commercialiser toute l'année comme ça. À une époque où on a absolument besoin de poissons pendant une grande partie de l'année pour la nourriture, c'est essentiel. Cinquième service, la desserte. Alors là, on va, comme nous le faisons aujourd'hui, on va avoir des plats sucrés, des tartes. Alors les tartes, c'est très vieux. Je veux dire, on fait des tartes depuis l'Antiquité. Alors où fait-on les tartes? Dans le four à pain. Qui fait les tartes? Le pâtissier. Mais le pâtissier a-t-il pour métier de faire des desserts à l'époque? Non. Il s'appelle pâtissier parce qu'il fait les pâtés. Pensez au pâté en croûte. Le pâté en croûte, encore au Tarbes, le pâté en croûte, il n'y a pas beaucoup de charcutiers qui en font, mais si vous allez en Bourgogne ou à Paris, alors le pâté en croûte, c'est une institution. Et quand c'est bien fait, c'est fort bon d'ailleurs. Mais le pâté en croûte, c'est... Aujourd'hui, on fait du pâté en croûte avec une farce de porc. Dans les grandes occasions, pour Noël, on met du foie gras au milieu. Bon, mais on en fait une sorte. Au Moyen-Âge, on fait des dizaines de pâtés différents. On met de tout dans les pâtés. On fait des pâtés de légumes, on fait des pâtés avec des œufs durs, on fait des pâtés de poisson, on fait des pâtés de viande, de volaille, de gibier. On mélange, il y a des tas de recettes. Et c'est le pâtissier qui fait ça. Le métier du pâtissier, il s'appelle le pâtissier parce qu'il faisait des pâtés. Et les pâtés, c'est ce qui est cuit dans une pâte. Point final. Ensuite, alors il y aurait l'histoire de la pâtisserie, c'est passionnant. Ensuite, ils vont devenir pâtissiers oublayeurs. Ils vont faire des oublis. Qu'est-ce que les oublis? Les oublis, ce sont des petits gâteaux d'une pâte qui ressemble un peu à notre pâte à tarte, si vous voulez, que l'on fait en général frire et que l'on trempe dans le miel fondu alors que c'est encore chaud, sorti de la friture. Et on les vend chauds. Et vous avez des oublayeurs qui vendent ça dans la rue, dans des paniers qu'on met autour du cou, comme faisaient les ouvreurs de cinéma quand nous étions jeunes, et qu'on allait au cinéma, on avait des chocolats glacés, hein, voilà, avec ça, le panier, voilà. Et donc ils vendent ça dans la rue, les oublis. Alors pourquoi ça s'appelle oubli? Parce que c'est tellement bon que celui qui en mange, il oublie toutes ses misères. Et celui qui fabrique les oublis, c'est l'oublayeur. Et l'oublayeur, il ne fait pas que des oublis, il fait aussi des hosties. C'est lui qui a le privilège de fabriquer les hosties dont on a besoin, vous savez pourquoi faire. Voilà. Et à l'époque, on en consomme beaucoup, parce qu'on va beaucoup à la messe. Voilà. Donc le pâtissier devient pâtissier oublayeur, et comme le sucre, à partir du XVIIe siècle, le sucre devient un produit de plus en plus accessible, et que l'être humain adore le sucre, tout au moins dans les pays occidentaux, c'est un peu différent en Orient, l'être humain adore le sucre, donc le pâtissier va faire les oublis, il va continuer à faire des tartes aux fruits, bien évidemment, il en a toujours fait, et puis il va diversifier sa production pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, au métier de la pâtisserie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà, très intéressant la pâtisserie, très intéressant. Donc cette desserte avec des plats sucrés, et également on va servir des fruits. On va servir des fruits, notamment des poires. Les poires sont très appréciées. En plus, ça a le mérite beaucoup de variétés de poires ont le mérite de se garder pendant assez longtemps. Les pommes sont plutôt utilisées pour faire des tartes. On va utiliser des poires et puis des fruits, des figues quand on en a. Les fruits sont appréciés à la fin du repas. Sixième service, l'issue, qu'on appelle également le bouteor. Bouteor, ça veut dire bouter dehors, ça veut dire allez-vous-en, quoi. Allez-vous-en, la messe est dite, hein, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Et donc cette issue,
Issu, c'est le même mot que issu d'aujourd'hui, mais avec un Y, voilà. Et là, on sert du vin sucré épicé, des fruits secs, des pâtes d'amande, des petits massepains, etc., qui sont censés favoriser la digestion. Alors là, on a tout faux, évidemment. Parce que si vous voulez mal digérer, bourrez-vous de sucre à la fin du repas. C'est le meilleur moyen d'avoir une digestion ralentie et difficile. Bon, les Chinois le savent bien. Pour eux, c'est la dernière des barbaries de manger du sucre à la fin du repas. Mais enfin, bon, voilà. Ils n'ont pas raison sur tout, mais là-dessus, ils ont raison. Bien. Voilà. Et donc, prendre les épices, les gens importants, vont traiter les affaires importantes, les contrats, les mariages, tous les arrangements spéciaux, tout ce qui demande de la confidentialité et autres, sera traité dans la chambre, qu'on quittera la salle de banquet, et on ira prendre les épices dans une pièce à part, où là on pourra dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire, tranquillement, à l'abri des oreilles indiscrètes. Voilà. Et le terme de passer les épices, au Moyen-Âge on disait il m'a bien passé les épices, ça veut dire il m'a bien roulé. Il m'a bien passé les épices, ça veut dire il s'est bien moqué de moi, il m'a bien roulé. Voilà. C'était le moment où... voilà. Bien. Alors, quelques mots maintenant sur la cuisine médiévale. Alors, la cuisine médiévale, alors je vous parlais de le palais des Ducs à Dijon, voilà la cuisine, une partie de la cuisine du palais des Ducs à Dijon. Il y a 6 cheminées monumentales qui font au tout 3,50 m de large. 3,50 m. Il y en a 6. Il y en a 2. Ici, vous en voyez une, vous en voyez un petit bout, et puis là, on ne voit pas les 2 qui font retour. Et sur la 4e paroi, eh bien, ça donne sur l'extérieur, ça donne sur le puits, ça donne sur l'accès des approvisionnements et autres. Et cette cuisine fait environ 200 mètres carrés à peu près. Environ 200 mètres carrés. Alors, elle est intéressante parce que, comme celle de l'abbaye de Fontevraud, que je vais vous montrer un peu plus tard, il y a une double ventilation. Bon, évidemment, ça c'est la cheminée, et chaque cheminée est desservie par un conduit, bien sûr. Mais toutes les fumées supplémentaires qui vont être générées par la cuisson, les buées, les vapeurs partiront par ici, où il y a une double cheminée, une cheminée centrale et une cheminée tout autour latérale. Alors on a les fumistes, puisque c'est le métier du fumiste d'étudier les cheminées, fumistes au sens noble du terme, évidemment, bien sûr, ont étudié ce dispositif et ils se sont rendus compte que c'était très 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 astucieux et que la circulation de l'air était doublée, plus que doublée, par ce dispositif de la double cheminée au-dessus. Donc on peut penser que les cuisiniers du Moyen-Âge, tout au moins dans ces maisons-là, étaient mieux lotis que ce que j'ai connu dans mon apprentissage, où on travaillait des fois au 2e sous-sol, où la ventilation marchait un jour sur 2, et où on ne voyait pas à 3 mètres. Bien, ça a changé, ça s'est arrangé. Mais j'ai connu au moins une entreprise où ça fonctionnait comme ça. Voilà. Une entreprise très réputée d'ailleurs. À l'époque, les clients n'allaient pas en cuisine. Il fallait mieux pas. Voilà. Donc, dans ces cheminées, alors ce qui a disparu, bien sûr, ce sont toutes les installations de la cheminée, c'est-à-dire les tournebroches. Alors, les tournebroches ne sont pas, à l'époque médiévale, mécanisées. Parce qu'il y a les galopins. Les appelopins, qui a donné le mot galopin. Aujourd'hui, en galopin, j'ai longtemps cru que le galopin, c'était un gamin qui galopait, qui courait. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le happe, du verbe happer, lopin. Il happe des lopins. Ce sont des apprentis, des jeunes, des garçons, des très jeunes, 8 ans, 10 ans, maximum, si vous voulez, qui sont là pour tourner les broches. Alors, on leur donne des écrans d'osier, parce que sinon, ils ne pourraient pas tenir le coup, et ces écrans d'osier, on les arrose avec de l'eau, pour casser un peu la dureté du foyer, si vous voulez, qui deviendrait insupportable, et ils tournent les broches à la main. Ce sont les appelopins. Alors ils ne sont pas payés, bien sûr, mais ils sont nourris avec des petits morceaux de viande que l'on part, voilà. Donc ils font ça pour la nourriture. Et il y a des landiers. Alors des landiers, sur des landiers, le landier c'est ce qui permet de supporter les marmites, et les landiers sont articulés, bien sûr, ils permettent de mettre plus ou moins près du feu, avec des crémaillères, et puis des articulations qui permettent de manipuler les marmites très lourdes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des braisières. Alors les braisières, ce sont des éléments de métal. Je n'ai pas de tableau, c'est dommage. Je vais essayer de le décrire. Ce sont des éléments en métal, des sortes de petits plateaux en métal, avec un petit rebord, métal percé de trous, sur lesquels on va mettre des braises qu'on prend dans le foyer, avec une pelle. Et sur ces braisières, ce sont les ancêtres de notre fourneau, si vous voulez, et c'est ce qui remplace le potager des Romains. Les Romains, ils avaient déjà des fourneaux avec les braises. Ça, au Moyen-Âge, ça a disparu.
complètement. Il faudra attendre la fin du XIVe pour que ça revienne. Et c'est à l'époque où vont revenir les potagers dans les cuisines que l'on va de nouveau faire des ragoûts. Parce qu'on pourra les cuire. Avant, on n'avait pas de quoi les cuire, si vous voulez. Donc, c'est sur chaque de part et d'autre sur les chenets, on va trouver plusieurs, en général c'est articulé, on va retrouver plusieurs petites tables de cuisson sur lesquelles on va mettre les sauces à chauffer, etc. Voilà, des petits articles que l'on veut chauffer. Ce qu'on ne voit pas là, ce sont les fours à pain qui, dans cette installation, étaient dans une autre cuisine qui a disparu depuis. Voilà. Là, on ne voit pas les fours à pain là-dedans. Mais autrement, dans beaucoup de cuisines, on peut les voir. Ils sont, en général, entre les cheminées. Donc, dans le four à pain, on cuit bien sûr les pâtés, les tartes aux fruits et les pâtés. Alors, le mortier est absolument indispensable. Toutes les sauces médiévales sont faites au mortier, en général à froid, parfois avec des éléments chauds, mais toujours travaillées à froid. Elles ne sont jamais travaillées à chaud, les sauces. Je vais vous montrer des recettes. Voilà. Une photo de la cuisine du château de Valençay. Alors, le château de Valençay, dans l'Indre, très intéressant, c'était le château qui avait été donné au prince de Talleyrand par Napoléon Ier. Parce que le prince de Talleyrand, c'était le diplomate de Napoléon Ier. Bon, Talleyrand, c'était probablement une des plus grandes fripouilles que la Terre ait jamais portées, mais c'était un diplomate extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est lui qui était donc chargé de la diplomatie par Napoléon Ier. Et Napoléon lui avait donné un château de manière à pouvoir recevoir dignement tous les émissaires du monde entier qui venaient. Ils commençaient par aller chez Talleyrand, où ils étaient reçus un certain temps, et là, on commençait à les appâter par la table. Parce que le cuisine de Talleyrand, c'était Carême. Le grand Carême, dont nous parlerons en détail, le grand Marie-Antoine Carême, qui est à la cuisine ce que Jean-Sébastien Bach est à la musique, au moins. Je veux dire, c'est très comparable. Je veux dire, c'est le génie absolu de la cuisine. C'est à Carême que nous devons la manière dont nous mangeons aujourd'hui. La cuisine française ne serait pas ce qu'elle est devenue sans Carême, évidemment. Voilà. On parlera de lui en temps utile. C'est quelqu'un qui a vécu à la charnière 18e, 19e. Voilà. Et donc au début du 19e siècle, c'était le cuisinier de Talleyrand. Alors, il y a son fourneau. Le fourneau est du début du 19e, un fourneau à charbon de bois, qui n'a pas changé. Et puis, il y a la cuisine médiévale, avec la cheminée. Ça, c'est dans la partie la plus ancienne du château. La cheminée, alors vous voyez que les landiers sont en pierre, carrément, hein, et les fours à pain. Il y a le four à pain ici. Il y en a un autre qu'on ne voit pas, qui est sur le côté. Voilà. Et c'est une très belle pièce, qui a d'ailleurs été... que l'on peut visiter et qui est, comment dirais-je, qui a dû subir très très peu de modifications depuis l'époque médiévale, parce que le château de Valençay a une partie médiévale. Voilà. Ensuite, il a été rebâti. Alors, très intéressant aussi, peut-être certains d'entre vous connaissent, l'abbaye de Fontevraud, en Val-de-Loire, où vous avez la plus grande cuisine médiévale qui existe aujourd'hui. Voilà. On dénombre, 20 cheminées. 20 cheminées. Voilà. Alors, comment peut-il y avoir 20 cheminées? Eh bien, il y a 20 foyers de cuisson. Alors, il faut savoir qu'à l'abbaye de Fontevraud, il y avait jusqu'à 600 rationnaires en permanence. Il fallait faire manger 600 personnes. D'ailleurs, le réfectoire est immense, d'ailleurs. Alors, c'est une abbaye qui était mixte. Non pas que les hommes et les femmes se mélangeaient, pas du tout. Il y avait deux parties bien distinctes et ils ne mangeaient pas en même temps, bien sûr, mais tout le monde mangeait le même réfectoire. Et d'ailleurs, les lieux étaient organisés pour que ça puisse circuler sans que les dames croisent les messieurs, parce que, bon, évidemment, ça ne faisait pas partie de la règle monastique, bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est une photo du plafond, et on peut voir. Quand on regarde bien, on comprend pourquoi il y a tant de cheminées. Parce que la grande cheminée centrale, elle est là. C'est celle qui permet de ramasser tout ce qui ne va pas être pris par les cheminées primaires et les cheminées secondaires. Les cheminées secondaires sont ici. Vous les avez là. Et les cheminées primaires, on ne les voit pas. Parce que pour faire cette photo, moi j'ai dû me coucher par terre. On ne les voit pas. Donc, elles ressemblent à une cheminée banale, hein. Voilà. Et donc, vous avez ici, dans chacune de ces rotondes, vous avez une cheminée. Voilà. Et donc, on faisait la cuisine pour ces centaines de personnes là-dedans, mais de Fontevraud. Il n'y a pas d'autre exemple d'une cuisine médiévale aussi bien agencée et aussi développée. Alors après, au XIXe siècle, c'était devenu les bains du monastère.
On continue à faire du feu dans la cheminée, mais c'est pour chauffer l'eau et remplir des baquets où on pouvait faire baigner voilà, les moines et les religieuses. Bien. Alors, quelques mots maintenant sur... Oui, c'est bon. Les techniques et les modes de cuisson du cuisinier médiéval. Alors, comme je vous l'ai dit, les ragoûts ne vont intervenir qu'à partir du XIVe siècle, timidement, tout doucement, mais on trouve dans l'ouvrage de Taillevent, on trouve effectivement des recettes de ragoût assez élaborées. Alors, c'est une viande cuisinée en sauce, un bœuf bourguignon. Ce qu'à la campagne, chez mon grand-père, on appelait la sauce de veau. Oui, c'est un ragoût, effectivement. Bien. Mais, quand on dit cela, on a une vision un peu restrictive des choses, parce qu'on peut faire un ragoût en cuisine avec des légumes, on peut faire un ragoût avec des gibiers, évidemment, avec des viandes, avec du poisson aussi. Voilà. Un ragoût, c'est une recette culinaire, une technique culinaire qui se passe en deux temps. Dans un premier temps, on va prendre l'élément principal et on va lui faire subir l'action de la chaleur, soit en le faisant rissoler, soit en les bouillantant, selon dont il s'agit. Et ensuite, on va le faire cuire de manière à obtenir simultanément la cuisson de l'élément principal et une sauce, et à provoquer un échange de saveurs entre l'élément principal, le milieu de cuisson, qui peut être de l'eau, du vin, du lait dans certains cas, du lait de coco, dans certaines recettes, bon, un liquide, on va dire, affumer le poisson, que sais-je encore, et on va avoir donc un échange de saveurs entre ce milieu de cuisson, les aromates que l'on intègre dedans, des légumes que l'on va ajouter, selon la recette, et l'élément principal. Pour nous, un ragoût, c'est lié. La sauce n'est pas liquide. On est bien d'accord. Il faut qu'il y ait une liaison. Cette liaison, elle peut être obtenue de bien des manières différentes. Il y a plusieurs techniques pour lier. On peut lier avec, faire ce qu'on appelle des liaisons amylacées, autrement dit à base d'amidon, de farine, si vous voulez, ou de produits équivalents. On peut faire des liaisons à partir de produits protéiques, bien sûr, des liaisons mixtes. C'est le cas de la blanquette de veau qui est liée avec une liaison amylacée, et ensuite on fait une liaison avec des jaunes d'œufs et de la crème. Deuxième liaison qui donne du velouté à la sauce, etc. Tout est possible, mais il y a toujours une liaison. Voilà. Et on peut faire des liaisons avec, dans le cas du homard à l'américaine, avec l'intestin du homard, autrement dit le corail, autrement dit le sang du homard. On appelle ça l'intestin du homard, en fait, c'est pas l'intestin du tout, c'est le sang qui est contenu dans le coffre, si vous voulez. Et ce sang que l'on recueille quand on coupe l'animal au départ, on va s'en servir à la fin, avec précaution évidemment, pour lier la sauce, ça va donner une jolie onctuosité, une jolie brillance à la sauce. Donc il y a bien des manières de faire. Mais ces ragoûts, eh bien, on trouve les premiers dans le livre de Taillevent, donc ça arrive au XIVe siècle. Et très probablement, avant, on n'en fait pas, parce qu'on ne saurait pas où les faire cuire. Ça ne va pas cuire à la broche, ça ne va pas cuire dans un pot, dans un liquide, donc il faut avoir une installation qui permet techniquement de le faire cuire. Voilà. Donc pas de ragoût. Dans ce début, enfin, dans cette première partie, disons, du Moyen-Âge. Ça ne viendra que vers la fin. Non, on fait rôtir. Alors le rôti, comme toujours, à la broche, bien sûr, dans une cheminée. Nous faisons rôtir, nous les viandes dans un four. Parce que c'est plus pratique. Mais Brillat-Savarin disait, écrivait, il n'est de bon rôti que de broche. Et cuire à la broche et cuire au four, croyez-moi, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus délicat de cuire à la broche. Beaucoup plus délicat. D'apprécier la pointe de cuisson, etc. C'est tout un art que peu de cuisiniers possèdent. Moi, le premier, quand on me dit, t'es cuisinier, on va faire un méchoui, tu vas rôtir, etc. Oulala. Je fais très attention à ce que je fais parce que on n'est pas du tout habitué à le faire, du tout. Mais à l'époque, on ne fait que ça. On fait rôtir les poissons également. Les poissons se font rôtir, les gibiers se font rôtir, les viandes, et souvent on rôtit des pièces entières très très importantes. Ce qui est techniquement très compliqué et dont le résultat ne peut jamais être vraiment très satisfaisant, si vous voulez. Voilà. On fait cuire par ébullition, bien sûr, dans des pots, dans des chaudrons, et enfin on fait le bouilli rôti. Alors le bouilli rôti, ça c'est quelque chose qui est très médiéval, qui se fait encore aujourd'hui. Les traiteurs, les charcutiers traiteurs continuent à faire bouilli rôti. Continuent. Par tradition et aussi parce que, économiquement parlant, c'est très rentable. Il n'y a pas de perte de poids. Vous prenez un rôti de porc.
vous le ficelez, vous le cuisez dans votre four, des oignons, des carottes, tout ça, vous arrosez, c'est bon, très bien. Vous le pesez au départ, vous le pesez à l'arrivée, vous avez perdu, même avec une viande de très belle qualité, vous ne perdrez jamais moins de 15%. Si vous ne perdez que 15%, c'est que la viande était de très bonne qualité et que vous avez très bien travaillé. Bien, c'est bon, c'est très bon, on mange, on est content, parfait. Vous êtes charcutier. L'idée, effectivement, l'idéal, ça serait en mettant, qu'en prenant 1 kilo de viande, on arrive à en vendre 1,2 kg. Et oui, forcément. Et je ne le dis pas en mauvaise part. Hein, bien. Alors comment on fait? Eh bien, on fait rôtir, et puis ensuite on met au bouillon. Un très bon bouillon, savoureux. On peut faire un excellent bouillon. Et le rôti va-t-il perdre du poids? Eh non, il va en gagner. Il va en gagner un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce métier-là, on a toujours gardé cette technique-là. Les Anglais le pratiquent couramment. Alors on se moque beaucoup des Anglais en cuisine, mais on a tort. Les Anglais sont capables de faire de la bonne cuisine. Enfin, ils font la cuisine qui est bonne pour eux, on va dire. Bon, elle n'est pas forcément bonne pour nous, mais il ne faut pas penser qu'en Angleterre, on ne sait pas faire de la bonne cuisine. C'est pas vrai. Le fameux gigot à la menthe, qui nous fait tant rire, et qui est pourtant fort bon, il est bouilli rôti. Plus précisément, rôti bouilli. Le gigot à la menthe. Et on fait la sauce avec de la menthe fraîche et le jus de cuisson du gigot. Et je vous assure que quand c'est bien fait, c'est très très bon. Et nous aussi, on met de la menthe dans les sauces. Quand on fait la sauce paloise, qui est répertoriée dans tous nos livres de cuisine classiques, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sauce béarnaise dans laquelle on ajoute de la menthe fraîche hachée. C'est la sauce paloise. Et pourquoi elle s'appelle paloise? Eh bien, je vais vous le dire. Pas parce que je suis né à Pau, non. Elle s'appelle paloise, c'est parce qu'à Pau, il y avait une colonie britannique très importante. Après la chute de Napoléon Ier, ils sont venus s'installer à Pau. Moi, je suis né dans une maison qui a été bâtie par des Anglais, à Pau. Vous avez la rue Taylor à Pau, vous avez la rue O'Queen, le parc Laurence. Il y avait une colonie britannique. Ensuite, la mode a été d'aller à Nice. Ça a duré 30 ans, pas plus. Mais donc, la sauce paloise, c'est une sauce béarnaise, c'est normal, pour être en Béarn. Mais on met de la menthe hachée dedans, fraîche, à la fin, à la place de l'estragon. Et ça s'appelle sauce paloise. Voilà, bien. Donc, vous voyez, il y a des fois des relations comme ça inattendues. Alors, on fait également un peu de friture. On fait également un peu de friture, pas beaucoup, parce que c'est pas facile, c'est dangereux. La friture cause en cuisine beaucoup d'accidents, causé autrefois beaucoup d'accidents, des accidents très graves, très douloureux, mais là on fait frire dans des petits pots, des petits articles, qui sont en général des articles, si vous voulez, des éléments de décoration, des éléments de complément sur des plats. La friture, ça remonte à l'Antiquité, on a toujours fait de la friture, l'être humain a toujours aimé la friture. Voilà. Mais techniquement parlant, quand on travaille dans la cheminée, faire des fritures, ça ne doit pas être très facile. Voilà. Et puis bien évidemment, la cuisson au four à pain naturellement. Alors, un mot maintenant sur les sauces, et je pense que à quelque chose près, on terminera avec ça aujourd'hui. Voilà. Alors, les sauces médiévales n'ont pratiquement rien à voir avec la conception que nous avons des sauces. Bon, premièrement, elles sont toujours réalisées à part, avec des éléments à part. Elles sont toujours réalisées dans un mortier de pierre. Dans toute la cuisine médiévale, il y a un grand mortier en pierre. Certains sont énormes. Vous en voyez un, tiens, aux Hospices de Beaune. Dans la cuisine des Hospices de Beaune, qui a été très bien reconstituée et mise en scène, les Hospices de Beaune qui datent du XIVe siècle, du début du XIVe siècle, oui c'est ça, il y a un mortier en pierre avec le mortier lui-même, enfin la cuve du mortier, en pierre évidemment, et le mortier lui-même qui est une boule, une énorme boule de pierre, c'est gros comme un boulet de canon, qui est lui-même assujetti sur une tige. Et vous dites, mais comment faisait-il? C'était Hercule qui était aux commandes. Non, pas du tout. C'est plus malin que ça. Le mortier par lui-même, le pilon, était attaché lui-même à une corde, qui elle-même était attachée à un arc en bois, qui faisait ressort et qui permet d'utiliser, si vous voulez, même si on est costaud, pendant le temps qu'il faut, parce qu'il faut piler un moment, qui permettait d'utiliser le pilon, parce que sinon il n'aurait pas pu, c'était trop lourd. Mais ça permettait aussi de traiter des quantités relativement importantes dans la mesure où l'appareil, l'ustensile, est de forte taille. Voilà. Alors,
Les caractéristiques des sauces, après je vais vous montrer quelques recettes, elles ne sont déjà jamais grasses. Il n'y a jamais ni huile, ni beurre, ni crème dedans. Jamais de graisse dans les sauces. Jamais, jamais, jamais. Alors que pour nous, c'est le problème de notre cuisine, les sauces souvent sont grasses. Elles sont beurrées, elles sont crémées, très souvent. Bon. Ou alors elles sont grasses du fait de la cuisson de l'élément qui a cuit dedans. Bon, voilà. Il est notoire que quand on a des problèmes digestifs, les sauces ne sont pas très conseillées. Bien. Elles sont liées, pas toujours, mais quand elles sont toujours liées au pain. Toujours. Parce qu'on ne sait pas faire des roux. Le roux va être inventé au début du XVIIe siècle. On ne sait pas par qui. C'est une des plus grandes inventions de la cuisine, on ne sait pas qui on la doit. Mais on sait quand elle remonte, par contre. Donc, les sauces sont liées à la mie de pain fraîche. Alors, comment ça marche? Ben, c'est pas compliqué. La mie de pain, c'est quoi? C'est de la farine qui a cuit. Donc, quand elle est triturée suffisamment longtemps avec un liquide chaud, eh bien, on arrive à un élément de liaison. Ça vaut ce que ça vaut. Mais, d'ailleurs, je vous parlais de Taillevent, de Guillaume Tirel, qui a écrit Le Viandier. C'est à lui qu'on doit le passage des sauces à l'étamine. L'étamine, c'est une toile de lin très costaud, très serrée, dans laquelle on met les sauces, et puis on se met à deux, on replie, et puis on tire, en se mettant dessus d'un récipient, pour faire traverser la sauce à l'étamine, pour avoir quelque chose de très lisse. C'est l'équivalent d'une passoire, si vous voulez, mais très fine. Voilà, c'est lui qui a inventé l'étamine. Donc s'il a inventé l'étamine, c'est qu'il devait y avoir besoin de lisser ses sauces, hein, à mon avis. Voilà. Alors, mie de pain fraîche ou torréfiée. Alors ça se fait encore. Utiliser de la farine torréfiée pour lier des sauces, ça se fait encore en cuisine classique. On torréfie de la farine sur des plaques à four et on la met dans des boîtes. Et quand on a une sauce qui est un petit peu faible en liaison, au dernier moment, juste avant de servir, à l'ébullition sur le fourneau, on envoie des pincées de farine torréfiée dedans, qui a très bon goût par ailleurs, pas qu'elle soit brûlée évidemment, et on arrive à corriger des liaisons, à stabiliser des liaisons avec ça. Donc si vous voulez, c'est une méthode très ancienne. Et la liaison reste inventée, je vous l'ai dit. Alors, un mot sur la recette de la carbonade flamande. Connaissez-vous la carbonade flamande? Ça fait partie de nos antiquités culinaires, avec l'anguille au vert et le pâté en croûte. Voilà, anguille au vert, pâté en croûte, carbonade flamande, 3 recettes qui viennent tout droit du Moyen-Âge. La carbonade flamande, c'est très bon. Alors, les Flandres, c'est loin d'ici. Comment on fait? On fait avec du bœuf. Ça peut être du porc, mais c'est meilleur avec du bœuf. Du paleron, bœuf à bourguignon, hein, si vous voulez, un bœuf qu'on taille en cubes. On fait revenir ça, on le fait colorer, comme on ferait pour un bœuf bourguignon. Et puis ensuite, on met des oignons, des gousses d'ail, très bien, du thym et du laurier. Jusque-là, pas de problème, ce n'est pas original. Mais, on va mouiller la bière, c'est normal, c'est flamand. Pas de vin rouge, de la bière, brune de préférence, la bière. Et pour la liaison, vous allez prendre une tranche de pain de campagne, un peu épaisse, il ne faut pas être radin, que vous allez tartiner de moutarde, copieusement. Vous mettez ça dedans, 3 heures au four. Vous décantez votre viande, vous prenez vos morceaux de viande, et vous passez votre sauce dans un chinois, dans une passoire, elle est liée. Et elle a une liaison qui ne ressemble pas à la liaison farine en vin bourguignon. C'est différent, c'est très brillant, c'est très onctueux. Bon. Voilà, la farine de moutarde a joué son rôle également, si vous voulez. C'est la recette, on va dire, médiévale. Elle est décrite comme ça dans le livre de Taillevent. Et on la pratique encore. Voilà. Ces sauces sont toutes soit très acides, ou très chargé en épices, ou parfois les deux à la fois. Alors quand je dis très acide, c'est vraiment très acide. Des fois, vous avez dans les recettes, je vais vous en montrer une recette avec le verjus. Alors le verjus, c'est le jus de raisin vert à la base. Hein. Le verjus, vous l'avez ici. Hein. C'est terrible. Hein. C'est l'acidité. Ça doit avoir un pH peut-être de 3 ou 4, hein, pas plus. Hein. C'est terrible. Hein. Ça vous serre les mâchoires, hein, le verjus. Ils en font une quantité, un usage énorme de verjus à cette époque-là. Ils adorent l'acidité. Comme dans l'Antiquité d'ailleurs. Et les épices, alors les épices, j'en parlerai un peu plus tard des épices. Hein. Voilà, la cuisine médiévale est une cuisine qui est aussi chargée d'épices qu'on peut économiquement parlant le faire. Ce sont des produits très chers, donc c'est le marqueur social numéro 1. Plus il y a d'épices dans la cuisine, plus le maître de maison est riche, plus il est puissant. Et des fois on en met des quantités, mais... Oui, ben je vais vous montrer. Une recette de Taillevent, je crois qu'elle est juste à la page après.
Des herbes aromatiques. Alors les herbes aromatiques, comme dans l'Antiquité, on utilise, bon, le persil évidemment, l'hysope, la menthe, la moutarde fraîche, l'ache, qui est un céleri sauvage, très fort en saveur. On utilise de la rue également, qui est une herbe d'une amertume extrême. On en fait grand usage et on pile tout ça dans les mortiers avec le verjus, souvent. On utilise souvent du miel dans la cuisine et le mélange sucré-salé est très 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 commun, très banal. On en retrouve des traces dans la cuisine britannique. Les Anglais ont figé l'évolution de la cuisine et ils sont restés. Ils aiment beaucoup le mélange sucré-salé. Nous le pratiquons encore, mais on le codifie. On le codifie. On va manger du foie gras au raisin ou aux pommes. On va manger du canard à l'orange ou aux cerises. Il y a, disons, une petite dizaine de préparations dans lesquelles nous allons accepter, pas tout le monde, hein. Il y en a c'est niet, hein. Ils veulent pas en entendre parler. Mais globalement quand même, notre cuisine accepte ce mélange sucré-salé de manière, je dirais, modérée et anecdotique. La cuisine médiévale, elle, le pratique couramment. Voilà. Alors les sauces sont toujours préparées à part, au mortier, et donc il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir des techniques proches de notre. Alors je vous avais promis des exemples, en voilà. Quelques exemples. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant. La sauce verjus. Alors, pour faire de la sauce verjus, il faut broyer au mortier, d'après Guillaume Tirel, toutes herbes aromatiques. Toutes les herbes aromatiques qu'on peut trouver, on y va, on en voit. Alors, il ne précise pas la proportion, il ne précise pas... non, tout. Tout ce qu'on a. Bien. Épinard. L'épinard est considéré à l'époque comme une herbe aromatique. Oseille. Alors l'oseille c'est pareil, hein. Persil, livèche, hysope, ortie, beaucoup d'ortie. On utilise énormément d'ortie au Moyen-Âge. Et on délaie ça avec le verjus. Un peu de moutarde forte. Ça donne de la liaison, ça donne de l'onctuosité. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner. Difficile à imaginer, mais quand même, ce mélange-là, ces saveurs qui s'entrechoquent, j'ai envie de dire, hein. Le tout dans un bain d'acidité. Moi, ça m'amuse toujours quand je vois des animations de la cuisine médiévale. C'est très amusant. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Mais les gens qui vous font la cuisine médiévale, ce qu'ils ont de plus médiéval, c'est qu'ils se sont habillés en cuisinier du Moyen-Âge. Avec des souliers pointus, vous voyez. Bon. Mais en réalité, si on fait de la cuisine médiévale, personne ne va la manger aujourd'hui. Les gens ne la mangeront pas, ils l'accepteront pas. Le verjus, quand on n'a plus de verjus, parce qu'à l'époque, bon, on a du raisin vert, parce que sans doute la viticulture n'a peut-être pas atteint le degré de perfection qu'elle a aujourd'hui, donc il doit y avoir beaucoup de raisins verts, on les presse, on fait du verjus. Mais on utilise aussi beaucoup de citron. Le citron est un produit très très apprécié, et puis le jus d'oseille. Le jus d'oseille, c'est pareil, ça doit faire 1 au pH, le jus d'oseille, je crois. Le jus d'oseille, vous pouvez décaper des cuivres avec, hein, sans problème. Ah, la sauce cameline. Alors, rien à voir avec l'huile de cameline que nous aimons bien acheter chez Biocop. Hein. Non, rien à voir. Rien. Elle s'appelle cameline parce qu'elle a la couleur du poil du chameau. Et n'oubliez pas que... Et oui, il y a eu les croisades. Ah oui, on est allé en Terre Sainte et on a vu des chameaux. Et ceux qui ont fait les croisades, eh bien, ils ont un prestige extraordinaire. Ils racontent ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des chameaux. Et les chameaux, ils sont comment? Eh bien, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et puis ils ont deux bosses. Et puis ils ont une sale tête. Et puis ils ont le poil brun. Sauce cameline. Et elle n'apparaît pas avant le XIIe siècle, hein, quand les gens reviennent de Palestine, de Terre Sainte. On la trouve dans toute la cuisine européenne. Alors, pain grillé, broyé au mortier, gingembre, massis. Le massis, c'est l'écorce de la noix de muscade. On enlève l'écorce de la noix de muscade. La noix de muscade, nous l'utilisons écorcée. Mais quand on broie l'écorce de la noix de muscade, ça s'appelle le massis. Donc ça a le même odeur, le même goût que la noix de muscade, mais en plus grossier, si vous voulez. Hein, voilà. Avec une pointe d'amertume. Donc, du massis, du poivre, de la girofle, du safran, de la cannelle en abondance, dit Guillaume Tirel, le tout allié avec du verjus et parfois du vin blanc, facultativement. Bon, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. Il faut pouvoir. Je veux dire, eux, ils adorent, hein. Eux, ils adorent, ils en mettent partout. Hein. La sauce cameline, c'est un must. Hein. C'est voilà. La sauce à l'ail, ah ben, de l'ail,
de l'ail, broyé au mortier avec du lait et du gingembre. Ça, je le vois un peu mieux, parce que nous, on mange bien de l'aioli après tout. Bah, tout le monde n'en mange pas, hein, mais on mange bien de l'aioli. L'aioli, c'est pareil. Bon, il faut aimer l'ail, hein, ou on mange autre chose. Voilà. Du gingembre, du lait, du mortier, de l'ail, en quantité, bien sûr. Et on enlève le germe, dit Guillaume Tirel. Parce que le germe donne de l'amertume. Non, il ne veut pas l'amertume. Vous voyez, voilà. Et la sauce moutarde. Alors, le cuisinier médiéval mange beaucoup de moutarde, beaucoup, il adore ça. Mais à l'époque, la moutarde, elle est comme la moutarde à l'ancienne que nous achetons parfois, il y a les grains. C'est-à-dire qu'elle est broyée, bien sûr, mais on ne l'a pas tamisée. On a gardé les grains. Et donc, la moutarde, elle est fabriquée avec... Il y a 2 ingrédients dans la moutarde. Originellement, la graine et le verjus. Aujourd'hui, on utilise du vinaigre pour la fabriquer. On utilise du vinaigre. Voilà. Il y avait à Dijon l'usine Amora, qui a disparu, elle n'existe même plus. Moi, je l'ai connue. Et quand Amora décuvait, quand on décuvait chez Amora, Amora était à l'ouest, au sud-ouest, dans la ville, hein, mais dans la partie sud-ouest de la ville. Quand Amora décuvait la moutarde, tout Dijon sentait l'odeur de la moutarde. Et maintenant, c'est fini. L'usine n'existe plus, elle a même été rasée. Ça a été racheté par un groupe financier américain qui a racheté la marque en fait. Et puis ils ont rasé l'usine il y a déjà 25 ans. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.